N'hésite pas peut-être à dire au public qu'il y a des casques pour les traductions. D'accord, ok. We're gonna do this. When you open it, it turns. Okay. Yeah. It worked previously, but I didn't know how. Yeah. Check that you're on the photo channel. Yes, thank you. Bonjour à tous. Hello everyone. Si vous souhaitez avoir une traduction, il y a des casques qui sont à votre disposition juste derrière. Donc ça, c'est la première chose. Donc la traduction français-anglais. Et donc, je suis ravi de vous accueillir donc à cette table ronde qui s'appelle « Quand les citoyens reprennent le pouvoir ». Donc, je vais assurer la modération de cette table ronde. Avec peut-être, donc moi, je me présente, donc je suis Raphaël Besson, je travaille sur toutes les questions d'innovation citoyenne, sociale et territoriale. Et je vis à Madrid où, en fait, j'étudie beaucoup la question des laboratoires citoyens, qui sont en fait des espaces qui sont développés depuis maintenant 4 ou 5 ans, et même un peu plus, depuis 2011. Ils sont développés dans une vingtaine de lieux, en fait, des espaces ou des bâtiments publics vacants, des lieux qui appartiennent à l'État, à la région, à la ville de Madrid. Et ils ont développé en fait toute une série d'innovations citoyennes. Ça peut être des jardins partagés, comme on connaît bien, ça peut être des systèmes d'échanges locaux, ça peut être des projets d'art collaboratif, des expériences de démocratie participative. Donc en fait, toute une série d'innovations citoyennes. Et ça, en fait, ça fait très exactement écho, en fait, au sujet de cette table ronde, qui, au fond, repose sur le constat de la multiplication d'innovations citoyennes. Et ce, depuis quelques années. Des innovations citoyennes qui essayent, en fait, de trouver des solutions à toute une série de problématiques ou de grands défis sociétaux qu'on peut connaître. Alors, il y a toute une série de choses qui sont inventées. Il y a ces ressourceries, des projets d'habitat partagé, des projets de circuits courts, des monnaies locales, des médias participatifs, des plateformes collaboratives, j'en passe. Mais en tout cas, on observe depuis maintenant 3-4 ans vraiment une multiplication de projets d'initiatives citoyennes. Alors, il y a 2 cas en fait dans ces projets. Soit c'est l'idée en fond d'essayer de répondre à des problématiques extrêmement concrètes sur des problèmes du quotidien qui se posent. Soit il y a une idée en fait de transformer plus fondamentalement, de manière assez radicale, des régimes dominants, des régimes de production culturelle, les régimes de gouvernance urbaine ou les modes de production du capitalisme. Et l'autre point qui est intéressant dans ces mouvements, c'est qu'ils ne se font pas complètement contre, et loin de là, contre l'institution. Il y a très souvent dans ces projets ce travail justement qui tend à hybrider justement des innovations citoyennes avec ensuite des politiques publiques et des politiques institutionnelles. Donc d'une certaine manière, l'institution n'est pas complètement présente et loin de là dans ces innovations, mais elle a en tout cas, à un moment donné, elle est questionnée par ces initiatives. Alors il y a plusieurs raisons, alors je vais juste parler encore 2-3 minutes avant évidemment de vous laisser la parole, mais du coup j'ai écrit tout un texte ce matin là-dessus, donc je prends juste 2-3 minutes, désolé. Il me semble qu'il y a plusieurs raisons en fait qui sont présentées pour essayer d'expliquer justement toutes ces innovations citoyennes. La première, c'est cette idée qu'au fond, ces initiatives, elles émergent suite au constat que les institutions en fait sont pas en capacité de répondre à des problématiques fondamentales, problématiques écologiques, sociales et économiques. Et donc quelque part, en fait, ces initiatives citoyennes, elles se nourrissent de la défaillance, d'une certaine manière, des institutions publiques. Moins les politiques publiques sont en capacité de répondre à des défis, plus, a priori, il y a ce constat de la multiplication d'initiatives citoyennes. Il y a d'autres éléments qui sont apportés pour tenter d'expliquer ça. Il y a cette crise de la démocratie représentative, je pense qu'on va largement en parler avec toi. Cette crise de la démocratie représentative, et cette idée, au fond, de trouver de nouvelles solutions pour réinventer aussi les formes démocratiques. Une troisième qui est au fond une prise de conscience sociale et écologique, et cette volonté de consommer et de produire aussi autrement. Et puis une dernière, beaucoup plus simple, mais qui n'est pas négligeable, c'est cette idée au fond de pouvoir aussi prendre un certain plaisir à participer à un collectif et aussi à faire en commun. Par rapport à ces initiatives, vous avez toute une série d'auteurs qui gravitent. À mon avis, il y en a 2-3 qui sont essentiels. Il y a
l'auteur qui travaille beaucoup sur cette question de comment, qui est Elinor Ostrom, qui revient de manière assez régulière. Vous avez, en tout cas en France, André Gorz, qui aujourd'hui eh bien, est de nouveau, en tout cas, lu et reconnu. André Gorz, qui a beaucoup écrit sur l'écologie politique. Et puis, ce qu'on retrouve dans les mouvements citoyens plus urbains, c'est le droit à la ville d'Henri Lefebvre, qui revient très souvent, mais avec une forme de réappropriation de ce droit. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus cette idée on parle de droit à la ville, mais de droit à l'infrastructure des villes. C'est-à-dire non seulement l'accès aux ressources de la ville, mais aussi avoir la possibilité, quelque part, d'hacker la ville et de pouvoir aussi eh bien, agir sur l'espace public, agir sur les bâtiments publics, agir sur la coproduction d'infrastructures urbaines. Donc évidemment, ces initiatives citoyennes, elles posent toute une série de questions, des questions assez fondamentales. D'abord sur la question des outils et des méthodes de ce pouvoir d'agir citoyen. C'est quoi concrètement les outils qui permettraient à un moment donné d'envisager d'autres formes d'initiatives citoyennes? Des questions sur la pérennité de ces initiatives citoyennes, c'est-à-dire que très souvent, eh bien, ces initiatives citoyennes sont développées dans le cadre de mouvements plutôt collaboratifs, avec aussi des énergies bénévoles, d'où cette question assez légitime sur la capacité de ces initiatives à pouvoir perdurer dans le temps. Et puis une troisième question qu'on va essayer d'aborder sur la capacité transformative en fait de ces initiatives citoyennes. Dans quelle mesure est-ce que aujourd'hui, ce que vous développez au Media Lab Prado, ce que vous développez en Roumanie ou ici avec le CCO de Villeurbanne, eh bien dans quelle mesure ces initiatives sont en capacité d'influencer les politiques publiques, les politiques urbaines, voire le gouvernement roumain. Donc, pour parler de ces différentes problématiques, on va avoir trois intervenants. Alors, d'abord, Laura Fernandez, donc du Media Lab Prado de Madrid, qui en fait, aujourd'hui, se définit comme un laboratoire citoyen. Donc, ça, tu vas nous parler de tout ça. On a aussi Andrei Bulearca, qui vient de Roumanie, du coup. Ça va pour le nom? Ouais, parfait. Qui vient de Roumanie et qui, du coup, va nous présenter le projet Funky Citizens, qui essaye justement de travailler à une plus grande transparence des process démocratiques en Roumanie. Et puis, enfin, on va avoir Cécile Davoust, qui vient du coup du CCO de Villeurbanne, d'ici, et qui fait tout un travail aujourd'hui assez intéressant du coup au niveau du quartier de la Soie, à travers un projet urbain qui s'appelle l'Autre Soie. Donc je vais vous laisser la parole parce que j'ai déjà pas mal discuté. Alors peut-être commencer par le Media Lab Prado, essayer de présenter déjà ce qu'est le Media Lab Prado et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous définissez ce centre culturel comme un laboratoire citoyen. Well, hello, and thank you, Rafael, for the introduction. Thank you for the organizers of this European Lab Camp for inviting me to share the experience of the organization I work with this, the other people in the round table and the audience. To introduce very briefly what's the I don't know if we can see the images. Well, it's just to have a feeling of the place. Well, in the images, it's just so that you can have a feeling of the type of activity and people working in different activities at the place. Media Lab Prado is a municipal cultural center. It depends on the area of culture and sports of the Madrid City Council, so it's a public space. And we like to define the place as a civic laboratory, as Rafael was saying. And I would like to explain briefly what do we mean by this idea of a civic laboratory. And first of all, the idea of the lab is used in the sense of creating a space where experimentation and knowledge development can take place. So creating an atmosphere and proper conditions for a work which is exploratory, which is tentative, a work where you can fail because the end of the process of what you are developing is not established from the beginning, but is coming in the process.
So failure can be a step in this process of testing ideas and developing ideas. So this is the idea of the lab, and then adding this idea of citizen lab or civic lab, we do it in the sense of providing a space in which different types of people, so a diversity of people can meet and work together. So trying to bring the diversity of the people that inhabit our cities, in this case Madrid, to bring this diversity to the space and create this context in which this diversity of people, they can be different because they have different ways of living, they have different interests, they have different needs or desires in what they want to be in their lives in the city, but they can come together and work together on in hands-on activities, in specific projects in which they need to confront their different points of view, their different, they bring together their different skills and knowledges and develop together projects which respond to some of the challenges that we faced in our actual life and cities. So the main idea of the space would be that to provide this physical space and the context, the atmosphere in which this encounter of the diversity of people that inhabit the cities can work together on specific projects. Projects which are developed at the space are very diverse. Some of them are more artistic, others are more focused in activism or in social issues, technical development, but they have in common this idea of the exploratory, of being open and of bringing together people that come from different worlds and that usually don't find the space in the city to meet each other and to work between each other and exchange ideas, points of view, and understand other points of view and develop ideas together. Well, I think this is more or less enough maybe for the beginning, and later on we will come back with some more specific ideas and activities we develop. Perfect. Thanks a lot. Andrei, can you explain? Yeah, okay. So my name is Andrei. Thank you everyone for having me here, firstly. Secondly, I'm a part of Funky Citizens. I myself am a Funky Citizens, and I happen to also be working with this NGO, which really is a great accomplishment of mine. So basically, we at Funky Citizens have two different major operating modes. We operate on midterm and long-term, as well as short-term action. So faster action in regards to whatever is happening in Romania on the political scene at the time. So we make sure we represent everything. For the midterm, long-term reaction part, we have a couple of projects. One of them is called Atheist, where basically we try and talk to high school students about the rights and liberties in democracy. And how we thought of doing that? We thought of doing that by comparing and contrasting with the communist past in Romania, more especially with the 80s in Romania, when things started to get a bit dire for everyone involved. To go on, what we do basically, we have recreated a space, an apartment, typical 80s apartment with foreign furniture from that period, where we bring classes of high school students and they have to interact with objects and have to solve some tasks in each of the rooms that are in the apartment. During those tasks, we basically sort of not respect their rights and liberties,
And at the end, we have a debate about what happened in that space. And then we start promoting things like civic engagement for younger high schoolers, future voters, more exactly. We tell them what they can do with those rights, that they need to be aware of the rights they have. And we also present them our recreated constitution, because some years ago, we basically recreated the Romanian constitution with visuals and more nicely organized so that it is more accessible towards young people so that they know their rights and liberties. On that part, we also interact with people that are civically engaged in other parts of Romania, not just Bucharest. We go in a caravan in smaller cities in Romania. We talk to people there. We talk about their projects, their needs, and then we talk about the tools that we might be able to offer them in order to create sort of a network, not just at the local level, but more at the national level. And as for short-term things and actions, I think it's quite interesting to talk about the vote and the recent elections. We at Funky Citizens, along with other organizations, we helped observe the vote. So basically, we accredited independent observers to go and see how the voting goes in different voting stations and areas, so we could be sure that the process was duly followed and everything went according to plan. So we basically try and offer the citizens different ways of engaging and feeling a part of the process and everything of this thing that is called democracy and politics, that for some of them might be just something that is not within their reach. So we're trying to give them the opportunity to be there and do something and hope for a much better future. Bonjour à tous, je suis Cécile Davoust, je vais vous présenter le CCO, le Centre culturel œcuménique de Villeurbanne, et comment cette association aide les citoyens à développer justement leur pouvoir d'agir. Donc le Centre culturel, il a été créé en 63, il a déjà plus de 50 ans, et dès le départ, la volonté c'était d'accueillir les étudiants étrangers proches du campus de l'INSA et les intégrer dans la vie d'abord étudiante et puis ensuite dans la vie tout court. Et donc petit à petit, ce lieu situé rue Georges Courteline a été le lieu de toutes les rencontres et où beaucoup de personnes, et il y avait un mélange interculturel très fort. Donc ensuite, on a créé une salle de concert et des salles de réunion et des bureaux qui étaient nécessaires pour ces personnes, pour monter leurs projets, pour se réunir et pour faire la fête et partager des choses ensemble. Donc ce lieu situé rue Georges Courteline, aujourd'hui, il existe toujours. C'est un lieu qui accompagne aujourd'hui aussi les étudiants, mais aussi les porteurs de projets, les associations culturelles et les associations de l'ESS, pour lesquelles on met à disposition des salles qui permettent de l'idée à la représentation, de pouvoir créer un spectacle, créer une œuvre et la représenter. Depuis depuis octobre 2018, on est aussi sur un deuxième lieu, à l'Autre-Soie, à la frontière entre Vaux-en-Velin et Villeurbanne, CCO La Rayonne. Et donc ça, c'est une nouvelle étape pour le CCO. On investit un lieu qui va ensuite être réhabilité et qui fera partie d'un ensemble dont je vous parlerai un petit peu plus longuement que tout à l'heure, en 2023 avec la création du quartier de l'Autre-Soie. Donc le CCO, dans ses activités même, accompagne les citoyens avec deux volets principaux. Le volet de la citoyenneté, où on anime des conseils de quartier, on anime des temps de concertation avec les habitants dans plusieurs quartiers de Villeurbanne. Et on a organisé par exemple un jury citoyen avec la ville de Villeurbanne pour réfléchir avec les habitants sur l'accueil des immigrés à Villeurbanne. On a un deuxième volet qui est culturel, où là on a une programmation éclectique et où on porte des artistes en devenir.
Et aussi, on organise beaucoup d'ateliers partagés où l'idée, c'est qu'un professionnel d'une thématique culturelle, soit artistique, musicale, théâtrale ou encore dans le design, accompagne un groupe d'habitants ou de personnes un petit peu en dehors de la voie commune, disons, qui ne viendraient pas d'elles-mêmes dans ce type d'atelier, et donc accompagnées par des partenaires de l'inclusion, le CCAS, le CHU. Et donc, ça fait des groupes mixtes qui vont, pendant un temps, pareil, créer, se rencontrer toutes les semaines, créer ensemble et donner une représentation ou à la fin de l'année. Voilà un petit peu. Ok. Et est-ce que tu peux du coup nous parler là des projets qui sont en train d'être développés, notamment dans le cadre du projet de l'autre soi, c'est ça? Oui. Du coup, enfin voilà, pour qu'on comprenne mieux un peu ce que vous imaginez en termes de mobilisation citoyenne aussi. Donc, dans le cadre du projet de l'autre soi, on travaille en partenariat avec un groupement d'intérêt économique, la Ville Autrement, qui est composé de bailleurs sociaux, EMH, Est Métropole Habitat, Rhône-Saône Habitat, Aralis et Alinea, qui sont des acteurs sociaux. Et avec nous, CCO, en tant qu'animateur et acteur culturel, on est en train de co-construire le futur quartier de l'autre soi. Et dès maintenant, en étant dans les locaux temporaires de la Rayonne, on est au plus proche des habitants. C'est-à-dire que on co-construit dès aujourd'hui ce que sera le futur quartier en 2023, puisqu'il va y avoir une période de travaux de 2020 à 2023. Laura, est-ce qu'on pourrait du coup parler des programmes du Media Lab Prado et notamment enfin des programmes qui permettent a priori de favoriser ce pouvoir d'agir citoyen, si on pouvait un peu rentrer mieux comprendre en tout cas ce que fait concrètement le Media Lab Prado à travers différents programmes. Yes, well, I can explain a bit about how this idea of the civic laboratory it's made real, or we try to make it real, and we do it through some different ways of doing that I will try to explain. One of them is that we issue open calls for projects several times in the year. Those open calls are focused in one specific topic or thematic. Those topics try to be transdisciplinary and very transversal to call for different types of skills and interests. And through these open calls for projects, we received ideas and proposals from individual citizens or collectives that want to develop those projects. And once we receive the projects, there's a selection process. Some of them are going to be developed in a workshop, and then we open a second call for other people that want to join those selected projects. So we try to provide different ways in which people can get involved, either presenting a proposal to be developed, or either if they are interested in those proposals, just joining as collaborators to bring the different points of view and skills to the specific ideas that are going to be developed. To give some examples of the types of topics that we use for the open calls, we have been doing for 3 years workshops on what we call collective intelligence for democracy. In those workshops, digital tools for decision-making, voting, deliberation processes have been developed in these transdisciplinary groups. We have been also issuing open calls on environmental challenges, for example, focused on the future and the challenges of mobility in the cities, the question of the waste management and recycling, or also the question of the food production and the future of the food production and the environmental issues related to that.
And those topics are like some of the projects are more, as I said, more artistic and exploratory perspective of what the future of those challenges could be. Some others are more like activist or showing how things are right now to raise awareness about those topics. So this idea of the open calls is a way of receiving ideas from citizens, also integrating other citizens that want to help develop those ideas. And what we do is that we organize prototyping workshops in which all those projects come together, and the groups are working with the help of some invited mentors, experts in different fields that follow the work of the groups and help them materialize their proposals. And at the end of the workshop, the projects are publicly presented and exhibited as prototypes, as we call them, because it's like the first materialization or answer to the challenge that was posed at the beginning of the process. Another way of doing that makes this civic laboratory possible is the cultural mediation program that we have been developing for already like 10 years, and which is working on the idea of so this diversity of people coming together and working together is not easy. In the previous roundtable, we were talking about this idea of the conflict and inhabiting conflict that we were talking. It's a very interesting question to be tackled, because of course when a diversity of people that have different interests, points of view, backgrounds, they come together to discuss specific projects and ideas and how to answer to a city challenge or whatever it's is worked on. There are conflicts. The workflow, it doesn't happen in a natural way easily and with no problems. So, and also bringing this diversity of people to the space and to work together is not something that happens easily. Some people will be following the social networks and will be like, feel the confidence and the empowerment to participate. And some other people are out of the networks or don't feel this empowerment or this confidence. So there's a need to do this, what we call cultural mediation work, which means explaining, orienting, welcoming people when they come and ask, facilitating, helping them to formulate the ideas that they want to propose for the open calls. Also taking care of the work within the groups, with the diversity and these conflicts that always arise and these different points of view that are put on the table. So this is also another very important part of the program, the cultural mediation. And well, maybe just to mention that we also focus a lot or insist a lot in the part of documenting the process and the results of those prototyping processes, because on documentation, other people could come, see what has been done, what has been learned, were the failures or the points that went to a dead end, and build on top of this knowledge, on top of this, or adapting the ideas of what was developed to different contexts. So this is another part. So the open calls, the cultural mediation, and the prototyping workshops and the documentation are like the main ways of doing of the space. Okay, merci beaucoup. Peut-être, après je reviendrai sur toi juste après, peut-être si tu peux aussi nous expliquer un peu plus la manière dont vous fonctionnez, peut-être avec des projets un peu plus concrets, du coup. Du coup, je vous propose on a fait le festival Mémoire Vive le samedi 11 mai dernier. Toutes les affiches étaient des portraits d'habitants du quartier, des artistes aussi du quartier, tous ceux qui font le festival sur place. Et je vous propose de regarder et écouter un petit film de 2 minutes dans lequel vous allez voir plusieurs exemples sur lesquels je reviendrai après, vous
montrant des réalisations des habitants du quartier pour ce festival. Doce bepi serdilin nosiyom di kakana sarula. Et qu'on écrive encore des poèmes pour l'amour. En fait, on pourra essayer de répondre à ça tout à l'heure. Oui, Michel. Avec un petit calva. Alors on y va, hein, c'est le regard du spécialiste. À la poésie. Si seulement elle m'entend. Essaye. Et là, les lois de la physique, elles en prennent un sac. Vous pouvez toucher la pâte. N'oublie pas que c'est selon l'humeur de celui qui traverse le quartier que celui-ci prend sa forme. N'oublie pas. Voilà, donc vous pouvez voir la diversité de la culture avec un grand C, c'est-à-dire que ça va de la visite du quartier commentée par des personnes qui sont là depuis longtemps à un défilé de mode réalisé avec des habitants, en passant par des expositions, des lectures de poésie, des créations participatives, des tables rondes. Et je voulais juste vous présenter deux en particulier, celui des ateliers design textile. Vous avez vu à la fin un défilé de mode et une troupe autour de ce défilé. Et en fait, pour vous le partager, c'est un partenariat qu'on a monté avec Alinea. Donc, il y a un centre d'hébergement d'urgence juste à côté de notre bâtiment rue Alfred de Musset. Et donc, Isabelle Moulin, qui est une créatrice reconnue, organise des ateliers hebdomadaires et a monté avec ces personnes-là, plus des habitants, des ateliers de couture. Ils ont créé leurs propres costumes depuis septembre dernier. Et ils ont aussi, en parallèle, fait des visites dans le quartier. L'autre soir, c'est aussi l'ancienne usine Taz, toute une histoire sur le textile. Et donc, ils sont aussi allés à la rencontre des différents espaces qui, dans ce quartier, font sens par rapport à l'atelier qu'ils font eux-mêmes. Et ça a donné lieu, dans le cadre du festival, à un défilé où ceux qui le souhaitaient pouvaient être acteurs de ce défilé. Ensuite, un autre type d'atelier, l'atelier vous avez peut-être vu des expositions avec des masques. Donc, ce sont des photos de masques qui ont été réalisées en modelage avec des personnes qui ont été accompagnées par le CCAS de Villeurbanne et qui, pareil, en duo avec des animateurs du CCO, une personne artiste en modelage et des accompagnants du CCAS ont participé à ces ateliers pour faire ces créations tout au long de l'année. Et ce qui me paraissait intéressant, c'était qu'on accompagne ces personnes dans le développement de leurs compétences et on essaye aussi de valoriser ce que ça leur permet. Et par exemple, pour vous citer quelques exemples, on a des personnes qui disent « je suis plus à l'aise pour parler en public »,« je sors de chez moi »,« je fais de nouvelles rencontres » ou encore « j'ai envie d'apporter mes idées ». Et pour nous, je pense qu'on est au cœur de ce que souhaite le CCO, c'est-à-dire faire participer tous les citoyens à la construction de la ville de demain. Merci. Peut-être davantage des questions pour André et Laura.
Une question sur la manière dont aujourd'hui vous êtes perçu par les institutions, que ce soit l'État roumain ou que ce soit la ville de Madrid. Est-ce qu'ils vous perçoivent comme une menace potentielle, hein, sur peut-être à travers les programmes que vous développez comme peut-être des perturbateurs, hein, justement d'un fonctionnement institutionnel, ou est-ce qu'ils vous perçoivent comme des opportunités aussi possibles d'accélérer d'une certaine manière les innovations et les innovations publiques et les politiques publiques? En tout cas, la transformation de ces politiques publiques vers peut-être des modes plus collaboratifs et plus horizontaux. Du coup, ma question sur la manière dont vous percevez aujourd'hui les institutions et puis sur votre impact potentiel, sur votre capacité à peut-être transformer aussi socialement et institutionnellement un certain ordre établi. Donc peut-être Andrei d'abord sur le cas roumain, puis après le cas madrilène qui est du coup extrêmement intéressant puisqu'on est en plein en train de peut-être de changer de gouvernement politique et du coup ça questionne beaucoup à mon avis aussi le Media Lab Prado. Andrei aussi. Okay, so the state depends how they see us. Basically, they're not actively impeding us to do anything. We're there to help them. We're there to try and make everything better for everyone, get citizens more involved, like I was talking about in the recent European Parliament elections. So no, they're not really impeding us, although some may say the bureaucracy in itself is quite impeding, and all the various legislation that cover everything we try to do and want to do is just really tiresome, and it's a lot of work actually for us and as an organization. So the fast reaction thing we try to do is this monitoring elections thing, which is quite important in Romania, considering in the past many things have gone wrong, and there still is a possibility for the voting mechanism to not work as expected. So Romanian citizens, being aware of this, we basically gave them the tool and the possibility to be independent observers. That means that they can go to various voting stations. They can either be stationary and stay there from when voting begins till voting ends and just observe if everything is going right. And at the end, they can basically, they have some forms they have to go through in order for us to see if everything went according, and if it didn't, so we could go on and maybe file various complaints to the state. So we're sort of an intermediate, we're sort of a like in between the state and the people, like we should be, but we are representing the people and what they want and what they say, and we're trying to help them and the society to be entirely fair, because that's what we're doing. So these past elections in Romania were sort of a happy surprise. The attendance grew immensely, especially for the European Parliament elections. People were really engaged. I'm not going to say it was all perfect, because it wasn't. We still have a long way to go. There were a lot of problems, and we had a lot of complaints, especially from people, from Romanian citizens trying to vote outside of Romania in other countries, because some of them couldn't because of the poor organization and what happened. But what we're trying to do is take this information that we have, take the facts that some things are not going right, and try and make a change and try and make sure that for the next elections that we have, things are just going to go according to plan. Another tool that observers and citizens have is an interactive map
developed by other partner organizations and us that basically indicate the voting sections with the biggest risk factors. So we know to send independent observers, especially to those places. This whole thing, like trying to make a citizen more active and try them to and make them feel like they belong, as they truly do in this democracy and in Europe, has had quite an impact, I would say. I mean, things are looking up, and me personally, I'm hopeful, but as I said before, we're not done trying to change things. We just go on, keep on fighting, and ultimately things will improve. Okay, as for Media Lab Prado, the kind of work that we develop, we understand it more like an opportunity for local public administration to innovate, not only in the cultural area, but also in other areas that in the city council. As a way, because I think is, at least in the theory, almost no one is questioning the need to shorten the distance between institutions and citizens. So almost everyone agrees that we need to develop like this kind of participatory processes in all areas. So that public policies are really answering to the needs and the desires of citizens. So, for example, we have been developing collaborations with the environmental department in the city council, doing these workshops around mobility or waste management or so on. We have been developing also collaborations with community healthcare centers that also want to put into practice this kind of open processes and work with people and with communities. So we see it as this opportunity, and this has been happening. So I don't think that it can be considered like a threat, as in the sense that Rafael was asking. But it is true that it all depends on what kind of culture we want to promote, because there's an idea of culture which is more talking about the creative industries, the culture as a good that needs to be consumed. And there's another, I'm putting it very simple maybe, but just to understand like the different positions, there's another way of understanding culture as a basic common good that is needs to be accessible for all citizens, but it's produced also by citizens in many different senses. So, of course, these are two very different terms in terms of political, so cultural policies, public policies. Those approaches are very different, and the type of investment, the resources you need to put there are different too. Of course, for this way of understanding culture as basic common good and facilitate processes in which any citizen can feel part of this production of culture, you need much more resources to do that, and it's not understood as an industry or as an economical. So, of course, we are in the middle of these different approaches, and let's see what happens, because as Rafael said, we're going to have a change in the local government, so we need to inhabit this conflict again and see where we can continue doing what we do, and maybe in a different context. Et ouais, vous y retrouvez sur cette idée finalement d'habiter le conflit. Est-ce que, je pense par rapport au projet de l'autre soir, est-ce que c'est quelque chose que
vous structurez, que vous pensez actuellement sur cette idée en fait de créer un espace qui permette à un moment donné de parler, d'habiter, de faire vivre aussi ce conflit? Je pense que c'est une réponse concrète et partagée, voulue par les collectivités locales et les acteurs de terrain, de co-construire la ville de demain d'une manière différente, en commençant la concertation dès aujourd'hui et en pensant les usages de demain vraiment avec les habitants qui sont aujourd'hui dans ces quartiers-là. Après, on ne sait pas si ces habitants seront ceux de demain, mais en tout cas, il y a ce nouveau modèle où collectivité publique, acteur du logement et un acteur culturel comme le CCO en tant qu'animateur se rassemblent pour une ville plus inclusive. Ok, merci. Du coup, est-ce qu'il y a plusieurs questions pour les participants? Est-ce que vous voulez que je fasse passer le micro? Si vous avez des réactions, des questions, n'hésitez pas du coup. Ouais. Alors donc j'arrive. Bonjour. Alors bon, je ne veux pas poser une question à chaque débat, ça ferait un peu centré, mais c'est pas grave. Je ne sais pas si chacun a dit. Alors pour le CCO, vous avez dit que le CCO existe depuis 63. Je ne sais pas si pour les deux autres projets, vous avez dit depuis quand les projets étaient lancés. Peut-être que je n'ai pas été attentif, mais c'est ma première question. Après, j'en ai une autre. Mais savoir depuis combien de temps chacun de ces projets existe. Okay. So Funky Citizens first came to be in 2012. And it started by basically analyzing public budgets. That's our first sort of project, and that's how we sort of got on the map of NGOs. And then we started to broaden towards civic education for young kids and this observing votes and making sure everything and basically advocating for transparency. So we're not that much of an old organization. Well, as for Media Lab Prado, it was started in 2002, but at the beginning as a very small program, more focused in collaboration between artists and scientists. So it was a quite different approach. But well, with the time, it has been going more for this idea of the civic laboratory and growing also in scale. But the starting point was 2002. So it's a... Ok, merci. Du coup, en fait, voilà, ma question, c'est, suivant la temporalité, mais pour des projets qui existent depuis longtemps dans le temps, particulièrement dans le cas du CCO, qu'est-ce qui pourrait condamner des projets comme ceux-ci, faire en sorte que ça s'arrête? Est-ce que le plus difficile, ça serait des alternances politiques avec des changements politiques complètement hostiles à vos projets, ou bien est-ce que ça pourrait être un désintérêt ou une absence de volonté de mobilisation des habitants? Est-ce qu'on pourrait arriver à un stade où les habitants, malgré vos efforts, sont plus du tout dans des process de mobilisation, ne souhaitent pas être impliqués? Voilà, c'est une vraie interrogation en fait. Est-ce que le danger est plus du côté du politique et des moyens et de la censure, ou au contraire, inversement, du côté des populations? Merci beaucoup. Et est-ce que, ouais, vous pouvez, du coup, on m'entend plus, juste pour un tout petit peu prolonger, déjà c'est une question enfin difficile, je rajoute un tout petit peu, est-ce que vous pensez que parce que vos projets sont justement collaboratifs, ouverts à la participation citoyenne, est-ce que vous pensez que justement vos projets ont une capacité de résilience et ont une capacité à perdurer même au-delà des changements de gouvernement politique? Je vais commencer. En fait, nous, c'est assez paradoxal parce qu'on n'a jamais été autant soutenus par les collectivités locales. Et en même temps, on a un enjeu avec ce développement, c'est-à-dire on doit inverser la tendance. Aujourd'hui, on est à 30% de services propres et 70% subventionnés au niveau de notre budget.
Et en 2023, on doit inverser la tendance, on sera à 70 de services propres et 30% subventionnés. Alors évidemment, en euros, cette tendance ne s'inverse pas puisque le budget est multiplié. Mais par contre, à la fois, on a ce soutien politique et en même temps, on a ce besoin d'assurer nos arrières en proposant nous-mêmes des services qui viendront équilibrer le budget. Et de l'autre côté, au niveau de l'initiative citoyenne, etc., moi, j'ai pas trop de doutes là-dessus. En fait, je pense qu'on peut même plus faire sans. Ce serait dans l'autre sens, ça n'aurait plus trop de sens. Et je crois que quelque chose qui arrive au milieu d'un territoire comme un cheveu sur la soupe a très peu de chances de réussir. Et que tout ce travail qui est fait en amont, la chance qu'on a de pouvoir venir sur le territoire 5 ans avant de proposer la nouvelle copie, entre guillemets, est vraiment nécessaire pour assurer derrière de répondre aux besoins de l'ensemble des habitants qui sont sur ce territoire. So in our case, because we have been developing the work for several years, we had some changes in the local government in the meantime, and I see that there can be like two threats, which are kind of opposite, but threats. One of them that was there for a time is like transforming the space more in a place for well, what is called like innovation in the sense of startups, entrepreneurship, and this kind of like co-working spaces for innovation in the company sector, which is very necessary and needs to be there, but it's not the spirit of the space of the kind of work that we are doing. So that would be a threat, or was a threat for a time. And the other one is at the other side is like becoming an instrument, just an instrument for public policies. As I said, we have been collaborating with different areas in the city council, and we think that this can be very useful. But if it's only an instrument for public policies to develop their governmental programs, then you lose. In both cases, you would lose the idea of this experimentation, open experimentation, and in this case, I think citizens would lose their interest because they would feel they were working for a specific goal, which is not their goal. So I think we are in the middle of those two threats, and we need to keep insisting in this idea of experimentation and moving in the cultural field in the sense of open experimentation and not working for specific goal, which is the role of public policies directly or promoting startups and employment, which is not also the role of the goal of the space. That's would be my answer. And as for us, even though we're a young organization, I do not have. I'm pretty sure we're not going to be stopped or we're not going to be impeded by any change that's going to come. What we're trying to promote is an open conversation between various parties and between like the political stage as well as the citizens. So as long as we try and keep and promote an open line of communication, I wouldn't see why things would go otherwise. And even if, let's say, there wasn't this communication going on, we're also focusing on civic education. So that's a problem that sadly is not going to go away anytime soon. The matter of young people in Romania not going to vote, of them not being aware of why politics is important and why they should get involved. So we're trying to help on that as well. We also have other various projects, such as a project on corruption in maternity care,
that it's ongoing at the moment with some partners from Hungary. And all of the projects we have are basically based on issues that are important and have been important for the past years. We're trying to raise awareness of them, on them, and basically try and change things for the better. But to be fair, there's gonna be a problem, and there's gonna be a need for observing that everything is going all right for some time now. Like, things are improving slowly but surely. You can say that tomorrow, or if for instance the government changes and whatever happens, change is not gonna happen overnight. So we're still gonna be there and try and promote change and try and implement various things to just be more cooperative and open up communication channels and have this politics thing not be so dire and so maybe, let's say, obnoxious for some young people, or even people in general, Romanian citizens, because some of them are just tired to hear about politics. But yeah, I don't see us going away anytime soon. Merci Andrei. Vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. On a encore du coup un quart d'heure, 10 minutes. Non, a priori. Alors moi j'ai peut-être une dernière question, en tout cas en ce qui me concerne. C'est assez ouvert. On parle de justement cette idée de permettre aux citoyens à un moment donné de reprendre le pouvoir. Par rapport aux solutions qu'on pourrait identifier, il y a notamment une solution qui a existé auparavant, c'est la question du tirage au sort des citoyens pour à un moment donné exercer ce pouvoir démocratique. Quel est votre point de vue là-dessus, sur cette idée de tirage au sort des citoyens? Et est-ce que le Media Lab Prado, par exemple, dans le cadre de ces différents programmes, à un moment donné, expérimente, je ne sais pas, je pense à Participa Lab, par exemple, est-ce que vous avez commencé à développer des réflexions allant dans ce sens-là? Voilà. Donc du coup, la réponse est très libre. Well, yes. Well, in one of this line of work at Media Lab Prado, which is called Participa Lab, like a lab for participation, there has been a project which is still ongoing. I'm working on the idea of, you see, lottery, you say, in English? It's a random democracy. It means that some people discussing public policies are chosen randomly. I don't know if this is the correct word in English. Yes. Okay. So, and for example, we have in Spain, and I think in other places too, when there are elections, some people need to be in the organizing the elections, receiving the votes, and this process is made randomly. You can receive a letter saying you need to be there for the elections. And it's anyone in the population, which is more than 18 years old, and you can receive. This idea would be like following the same thing of this random election of people who are going to be representatives and discuss public policies. And this is not a new idea, but this is an old idea that was there in the Greek democracy, in the old ancient Greek democracy. So, and it's there has been some experiences on that, like this. For example, in juries too, we have this sometimes. So this is an experiment. There has been like pilots and experiments in the last years, and well, it's a way of trying to bring also this diversity of people who inhabit the cities
to the decision making and the politics, and to try to confront the different points of view, not of professional politicians, but of common citizens that have, if they have the information, they can be part of these deliberation processes and these decision making processes. Mais je crois que la ville de Madrid elle-même a commencé à introduire le tirage au sort dans le cadre de ces différents programmes ouverts aux citoyens. Je pense à Décider Madrid, qui est en fait une plateforme, enfin la plateforme de financement participatif qui permet aux citoyens de pouvoir voter pour tel ou tel projet de budget participatif en fait. Dans le cadre de ce programme-là, ils ont introduit une expérimentation de tirage au sort des citoyens qui permet en fait à des collectifs de citoyens, enfin tirés au sort, de pouvoir sélectionner au nom des projets. Est-ce que tu es au courant de ça? Et est-ce que le Media Lab Prado a eu un impact à un moment donné là-dessus, sur cette expérimentation? Je te repose la question, désolé. Ouais. Yes. C'est juste. So there was just like a pilot on that. So an experiment, like a temporary experiment, to look for different profiles, because this random process is not anyone. So it's based on demoscopic criteria. So you need to find people which represent different ages, gender balance, ideologies, different places in the city, different neighborhoods, and so there's a demoscopic process so that you can get representation from different types of citizens. And there was a pilot on that, in which I think it was 500 people came together, and in groups they were discussing some like actual challenges or questions that were controversial in public policies. But it was a pilot, and now there's an initiative of doing this like in a more long-term basis, but it's up to the future of the city council, I guess, to if that continues or not. Ok. Et vous, le tirage au sort pour compléter là-dessus, je sais pas, ça marche plus? Si. Ah d'accord, pardon. Au CCO, on a utilisé le tirage au sort pour le jury citoyen, qui consistait à réfléchir sur l'accueil des migrants à Villeurbanne. Et donc ça a fonctionné, puisqu'on a eu 70 personnes qui ont pu y participer pendant un an. Mais c'est quand même aussi beaucoup d'investissement en temps et en travail pour pouvoir mettre ça sur place, parce que je crois que il y a eu plus de 500 courriers envoyés, et après du phoning en individuel pour pouvoir échanger avec les personnes, leur expliquer, etc. Et on retouche à quelque chose que tu as pointé, Laura, tout à l'heure, sur le caractère volontaire et engagé des citoyens à choisir ce vers quoi ils tendent. Et là, on reste dans un processus où c'est nous qui allons vers eux les chercher. Donc ça pose ça, et en même temps, les limites de la concertation aujourd'hui, nous, ce à quoi on se heurte à la concertation autre soi, c'est aussi d'avoir un ensemble de la population représentative. Et c'est vrai qu'une certaine catégorie de la population vient bien plus facilement à ces temps de concertation que d'autres. Et donc tout le travail est là à trouver aussi le bon équilibre entre l'engagement volontaire et représentatif de ce que sera la ville de demain. Et Andrei, pour le dernier mot de cette table ronde. So us in Romania, we don't really have that much experience with randomness when it comes to voting commissions. It's just people who apply for that, and they are part of various voting commissions having different roles. But it is a really interesting idea, but every interesting ideas come with some downfalls. As Cecile said, it's quite, firstly, the action of the matter of, is it really that random and that representative when there's the same people applying over and over again, because it has to be voluntary. And to be fair, we see that as well, to move this a bit in a different direction.
as in we're trying to have a reach at a more national level, and we're trying to get other people engaged. The truth is that there is our bubble. We're in a bubble in Bucharest, and not just in Bucharest, but there's the people who always go to vote. There's the people who are always implicated in the political and civical scene. The matter is now, how do you get the other people who are not that involved to become involved? What we tried to do with various partners is basically have everyone talk with everyone, as in try and promote by speaking to friends. For instance, there was this, let me give a specific example. For the European Parliament elections, there was this project where you should find 3 friends that you know for a fact that might not go vote and that are not so implicated, and try and convince them to go and vote. And so on, and this thing sort of expanded little by little, and it did happen. Like, for instance, I have a stepbrother who's not that involved in politics, and he hasn't gone to vote at the last elections, and he was something like, why should I vote if nothing ever changes? Well, this is the mentality that is wrong to begin with. You try and vote, you try and make a change, you try and participate, even if you're just one person. But this is sort of how groups and organizations are made. We have the same common goal, and this is what we're trying to do. And surprisingly, it did work, considering that we had such a great turnout of almost 50% for the European Parliament election turnout in Romania, compared to the last ones, to the last European Parliament elections that were, I think, but I'm not entirely sure, there were about like 32.44%. So it was quite a big jump, and it does work. It's just about not losing hope. Parfait, merci beaucoup. Est-ce que vous êtes sûr et certain de ne pas avoir une dernière question? Parce que vous avez la possibilité, il reste encore 2 minutes. Et sinon, s'il n'y a pas d'autres questions, a priori non. Bah, écoutez, merci Laura, merci André, merci Cécile. Et bah, écoutez, à bientôt.